Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Nous sommes aujourd'hui à la Fédération du Parti Socialiste avec son premier fédéral, Arnaud Bord. Bonjour. Bonjour. Alors l'élection présidentielle se termine et les négociations battent leur plein avec les différents partis de gauche en vue des élections législatives. On va commencer cette interview par une question, la question traditionnellement coquine. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Toujours. Sinon, je ne serais pas engagé. Toujours, je parle bien de Jean-Luc Mélenchon qui voudrait être Premier ministre de Emmanuel Macron. Eh bien, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il faudra bien une majorité de gauche avec quelqu'un qui la représentera à l'Assemblée nationale. Donc vous croyez qu'au soir du 18 juin, la gauche peut emporter les élections législatives ? Sincèrement, oui, parce qu'on est dans une configuration un peu exceptionnelle. Ce vote de la présidentielle nous a appris quand même quelque chose et on le laisse souvent de côté. C'est la contestation qu'il y a dans ce pays. Entre l'abstention et le vote qui s'est exprimé dans des votes refuges ou utiles, comme on peut les qualifier, montre qu'aujourd'hui, la majorité des Français ne sont pas en accord avec le projet qui est porté par le président de la République. Donc on peut-être assister à ces législatives à un vote, pour une fois, de contre-pouvoir. Alors il y a 577 circonscriptions, il faudrait qu'au moins la moitié, que la gauche l'emporte dans au moins la moitié des territoires. Tout à fait. C'est difficile quand même. On sait que les Français ont plutôt tendance à être légitimistes, qu'ils donnent une majorité souvent au président pour que justement les réformes puissent s'opérer et pas bloquer les institutions. C'est dans un cadre, j'ai envie de dire, classique. Mais quand aujourd'hui, vous avez un peu plus de 70% de la population qui rejette notamment la réforme des retraites à 65 ans, aujourd'hui, ces gens-là ne vont pas donner légitimement un mandat au président de la République pour que ça soit mis en place. Il va se passer des choses dans les prochains jours. C'est évident. Comment ça va se caractériser ? Ça, malheureusement, je ne lis pas dans le marc de café. Mais on va travailler à trouver une majorité de gauche à l'Assemblée. Alors justement, vous venez de le dire, pour que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, il faut que la gauche parvienne à s'unir. Pourquoi réussir aujourd'hui ce que vous avez raté hier avec l'élection présidentielle? On rappelle qu'il y avait quand même 6 candidatures de gauche, je compte le NPA et Lutte ouvrière. Tout à fait, mais ce n'est pas une nouvelle pour vous. J'ai toujours prôné, moi, le rassemblement, et d'ailleurs Olivier Faure aussi. Et nous étions de ceux, il y a près d'un an avant la présidentielle, qui avons réuni les forces de gauche pour tenter de trouver une alliance avant ces élections présidentielles. Mais ça a raté. Ça ne s'est pas opéré. Bon, pour des raisons qui sont multiples. Et chacun doit y voir sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est fait. Moi, je me réjouis plutôt qu'aujourd'hui, pour ces législatives, on arrive à trouver le chemin d'une discussion. J'espère que ça aboutira. Mais qu'est-ce qui pourrait être différent ? Pourquoi là, ça marcherait ? Il faut comprendre aussi les électeurs mais ils vont jamais y arriver. Mais non, mais aujourd'hui, il y a des enjeux colossaux pour les plus précaires d'entre nous, pour le pouvoir d'achat, pour l'écologie, pour les mesures sociales qui nous sont présentées. Et encore une fois, mais les enjeux étaient colossaux aussi à la présidentielle. Oui, mais chacun voulait mettre sa différence, voulait exprimer sa ligne de conduite. C'est que les programmes des candidats étaient quand même différents. On a repris les propositions des Insoumis et des socialistes, la sortie du nucléaire, l'envoi des armes à l'Ukraine, le démantèlement de la BAC. Les Insoumis et les socialistes, ils ne portaient pas exactement le même programme quand même. Bien sûr qu'on a des différences. Parce que si on n'avait pas de différence, on ne serait pas en train de chercher un rassemblement. Oui, mais comment vous allez pouvoir vous entendre au Parlement ? Mais clairement, la dernière mandature, 85% des textes, grosso modo, ont été votés main dans la main et de la même manière par le groupe des communistes, le groupe des Insoumis et le groupe des socialistes. La majeure partie des saisines du Conseil constitutionnel ont été faites, notamment pour Aéroport de Paris, main dans la main entre les députés socialistes, communistes et Insoumis. De quoi parle-t-on ? Sincèrement, de quoi parle-t-on ? La sortie du nucléaire, c'est quand même un enjeu majeur. Ce sont des positionnements. L'arrêt d'envoi d'armes à l'Ukraine, c'est un enjeu majeur. On peut quand même estimer que les électeurs soient sensibles à ce genre de thématique. Je l'entends. Mais aujourd'hui, quelles sont les priorités des Français ? Les priorités des Français, c'est sur le social, c'est sur le pouvoir d'achat, c'est sur la retraite, c'est sur les conditions salariales. La place de la France sur la scène internationale, on l'a vu pendant la campagne. Moi, je vous le dis comme je le pense aujourd'hui. Ouais. On a fait des marchés pendant cette élection présidentielle. On ne m'a jamais parlé de la place de la France au niveau international. Les électeurs n'avaient pas peur de la guerre ? Non, ils n'avaient pas peur de la guerre, ils avaient plutôt peur de ne pas remplir leur frigo aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'Ukraine, sincèrement, je vous invite un jour à faire un micro-trottoir dans les rues d'Alès ou de Nîmes et de poser la question, quelle est la différence aujourd'hui entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et tant d'autres sur la question de l'Ukraine. Je doute que vous ayez de nombreuses réponses étayées sur la question.
Sincèrement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas des réponses dans les micro-trottoirs que ces différences n'existent pas. Mais il y en a une qui est existent. fondamentale, c'est quand même l'envoi ou non d'armes à l'Ukraine. On sait que c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui les Ukrainiens résistent face à Vladimir Tout à Poutine. fait. Et vous connaissez la position du Parti précision, socialiste là-dessus. quand on remplit son frigo, et notamment on le voit avec l'huile, eh ben, la guerre en Ukraine a des conséquences sur le pouvoir d'achat. Mais exactement. Avec la montée des prix de l'énergie également. La politique nationale Donc, peut c'est protéger. quand même une priorité. Oui, mais peut protéger les Français par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, on y revient, c'est sur le pouvoir d'achat. Et c'est bien là la priorité des Français. Arrive aussi la santé. On en parle trop peu. Mais aujourd'hui, de plus en plus de Français ont du mal à se soigner. Et sur ces points-là, sociaux, de santé, d'éducation, on est d'accord avec le pôle de gauche, le plus large possible. Vous arriverez à avoir si d'aventure vous avez une majorité qui aurait une forme de cohabitation, pensez-vous vraiment que Jean-Luc Mélenchon, il arriverait à trouver des compromis avec Emmanuel Macron sur ces questions notamment sociales? Parce que c'est ça que vont dire les électeurs. Est-ce qu'on est dans quand ils vont l'histoire aller voter. d'un compromis sur la retraite à 65 ans? Je ne pense pas. On est sur l'envie que ça ne soit pas voté. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui... vous avez bloqué les institutions. Non, mais on va bloquer les institutions. Aujourd'hui, c'est le jeu de l'alternance. Parce que là, vous êtes en train de vous entendre entre partis de gauche, mais après, il va bien falloir s'entendre avec le président Emmanuel Macron. C'est lui qui a été élu. Mais aujourd'hui, c'est le principe de la cohabitation. Lorsqu'on vous dit on veut se rassembler pour mettre un garde-fou à minima et au mieux une cohabitation avec Emmanuel Macron, c'est bien pour contrer certains aspects de sa politique. Oui, mais vous annoncez la retraite aujourd'hui à 60 ans. C'est notamment l'une des mesures qui pourrait... De la France Insoumise, par exemple. Qui pourrait être partagée par tous les partis pour réaliser cet accord. Quand vous allez arriver devant Emmanuel Macron, il y a très peu de chances que lui recule l'âge de départ légal à la retraite à 60 ans. Si au moins... Donc, il ne faut peut-être pas mentir aux électeurs. Ça sera peut-être 63, 62... Ah non, mais on ne ment pas aux électeurs. 62, c'est l'âge légal. On dit ce que l'on veut. Ensuite, il y a un président au pouvoir. Mais être en cohabitation ou être aujourd'hui avec une majorité qui pèse à l'Assemblée nationale, c'est aussi permettre le débat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer quand même dans les 5 dernières années, c'est que le débat, il a été bafoué à l'Assemblée nationale, écrasé par une majorité potente qui ne laissait pas la place au débat pour les Français, justement. Des députés un peu godillots, c'est ce qu'on a dit? Non, ça c'est péjoratif. C'est péjoratif. Mais aujourd'hui, il y avait une majorité écrasante qui donnait tous les pouvoirs au président de la République. Et je crois que c'est malheureusement un des traits un peu négatifs de cette 5e République. D'accord. Arnaud Bord, vous êtes un farouche défenseur de l'union de la gauche. Les négociations, on sait, elles se jouent au niveau national. Au niveau du PS, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, cette volonté d'union, et notamment à une personne qui est derrière vous en photo, c'est la présidente de la région, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Est-ce que vous comprenez sa position qui, elle, dit non à un accord avec Jean-Luc Mélenchon? Pas question. Alors moi, je vais faire 2 différences, parce qu'effectivement, il y a Carole Delga qui émet des réserves et des doutes quant à cette alliance, et puis il y en a d'autres, comme Stéphane Le Foll, ou François Hollande, l'ancien président de la République. Pour les derniers que je viens de citer, leur position est intolérable. Où étaient-ils? Où étaient-ils ces 5 dernières années? Qu'ont-ils fait pour nous? Qu'ont-ils fait pour la social-démocratie? Rien, rien. Ils ont laissé le bateau couler et aujourd'hui, ils se posent en donneur de leçons. Moi, je dis ça suffit. Aujourd'hui, il y a des instances au Parti socialiste. Elles ont pris des décisions claires. Il y a eu un Conseil national mardi dernier qui a pris la position de donner pouvoir, mandat à des personnes pour aller... Leur argument, c'est de dire que le PS risque de disparaître si vous fondez dans cette union. Je termine parce que c'est l'aspect le plus important. Pour aller discuter avec l'ensemble des partis de gauche, dont acte. Carole Delga, c'est un peu différent. Carole Delga, moi, je comprends certaines choses. Parce que quand, en 2015, elle est élue, avec des composantes de la gauche avec qui, aujourd'hui, on discute, et que le premier acte politique que certaines de ces composantes font, c'est de s'abstenir, alors qu'elles se présentent à la présidence de la région, face à France Jamais, je comprends que ça laisse des blessures. France Jamais qui était, rappelez-le... Rassemblement national. Je comprends que ça laisse des blessures et que ça provoque d'énormes réserves. Ensuite... Voilà, quand même dit pendant la campagne des régionales que Jean-Luc Mélenchon était sorti du cadre républicain. Il y a quand même des propos qui sont compliqués. Non, mais c'est des est-ce qu'elle fait pas... Encore une fois, que ce soit du côté de la France Insoumise, du Parti Socialiste, comme du Parti Communiste, comme d'Europe Écologie Les Verts, des mots pendant une campagne, il y en a beaucoup. Après, il faut revenir à l'essentiel. Est-ce qu'elle ne fait pas preuve quand même d'une forme peut-être d'opportunisme politique? Parce qu'on sait qu'en 2027, elle serait naturelle pour être la candidate aussi du Parti Socialiste. Moi, je vous le dis. Et elle se dit, si les socialistes se fondent finalement dans les Insoumis, le candidat de la gauche... Je vais y revenir parce que ça fait 2 fois que vous le dites et je vais y revenir sur ce point. Effectivement, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Non, mais je vais répondre, mais il y aura aucune langue de bois là-dessus. En ce qui concerne Carole Delga, pour la connaître un peu, l'opportunisme, je ne pense pas que ça soit la marque de la maison. Il faut une stratégie quand même.
en politique. Mais sa stratégie, elle est claire, c'est faire pour le territoire, c'est faire pour la région. Et aujourd'hui, elle le prouve tous les jours. Tous les jours. Pour vous, elle ne s'imagine pas un destin national. Elle est sur le terrain, mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de l'interroger, elle. Mais aujourd'hui, vous avez une petite idée quand même, elle vous travaillez avec elle. Elle travaille pour la région, elle travaille au quotidien pour les gens qui en ont le plus besoin, pour les étudiants, pour les agriculteurs, et j'en passe des meilleurs, et elle passe son temps à ça. Et preuve en est, c'est que sa politique, elle a des résultats, et des résultats majeurs. Donc après, l'ambition en politique, tout le monde en a, clairement. Quelle est la sienne? Ben, vous lui poserez la question. Même si vous en avez certainement une petite idée. Sur le fond, parce qu'on tourne autour depuis tout à l'heure quand même. Rapidement, après j'ai d'autres questions. Il n'y a pas question d'effacement ni de soumission vis-à-vis de la France insoumise. Alors comment se passerait cette coopération, cette coalition sous la bannière de l'Union populaire? Non, c'est pas sous la bannière de l'Union populaire non plus. Aujourd'hui, le point de départ, c'est le programme de l'Union populaire, ce qui est tout à fait logique et légitime, puisque c'est eux qui ont recueilli le plus de suffrages à l'élection présidentielle. D'accord. C'est le programme de départ des discussions. Aujourd'hui, et de l'aveu même des députés insoumis qui sont dans les discussions, chacun aura son groupe à l'Assemblée nationale. Chacun aura son indépendance. Mais en revanche, on va se mettre d'accord sur 10 à 12 points clés pour la mandature à venir, sur lesquels nous serons main dans la main pour la conduite de ces politiques. Et parmi ces points clés et ces mesures, vous pouvez nous en citer 2-3 ? Les mesures, elles sont simples. Il y a le SMIC. Il y a les 1400 euros SMIC à 1400 euros. Il y a les retraites, c'est en discussion. Je ne sais pas sur quel point ça s'arrêtera, mais c'est en discussion. Il y a le blocage des prix, c'est en discussion. Ça, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, finalement. Non, mais... Qu'est-ce que le PS apporte? Le programme d'Anne Hidalgo. Non, mais qu'est-ce que le PS apporte? Notamment sur le SMIC, je vous rappelle on parle de pinaillage et de trucs boutiquiers, mais on avait 35 € de plus net que la France insoumise. Bon, on va tous se rejoindre au plus favorable. Enfin, on est sur des choses où on est sur des détails sur le point social. Après, il y a des points clivants, effectivement. La place vis-à-vis de l'Europe, la place vis-à-vis de l'OTAN, tout ça se discute. Oui, parce que les mesures très sociales, la conséquence aussi, c'est sur le budget, sur les règles à respecter au niveau européen, notamment le déficit des 3%, cette règle d'or. Donc tout ça se discute. Ou le pôle public de l'énergie, ça risque là aussi de coincer. Tout ça se discute aujourd'hui. Encore une fois, on parle en ce moment, et pendant que nous parlons, des discussions ont lieu. Donc tout ça évolue. Mais de l'aveu même de Jean-Luc Mélenchon, il ne demande pas que tous les partis deviennent des insoumis, et moi, demain, je ne deviendrai pas un insoumis, je n'en suis pas un, je suis socialiste et fier de l'être. Mais en revanche, j'entends le message des Français et des Françaises qui ont besoin de nous, qui ont besoin de cette gauche pour la justice sociale. Et puis une parenthèse quand même, cette coalition, ça permettrait à chaque parti de conserver ses financements publics parce qu'on sait que les élections législatives servent aussi à obtenir des subventions pour les partis politiques. Oui, alors il y a deux effets, parce que si tous les partis mettent des candidats sur l'ensemble des circonscriptions, ils trouveront aussi leur financement. Il ne faut pas se leurrer avec cette histoire de financement. Mais avoir des élus, ça rapporte aussi pour les partis. Beaucoup moins que d'avoir des voix dans chaque circonscription, je vous l'assure. Ah oui. Parce que si vous faites des candidats sur les 577 et que vous obtenez 1,60 €, alors c'est très technique, oui. 1,60 € par électeur dans les 577 circos, même si vous faites que 6 ou 7%. Bon, 6 ou 7, il faut déjà les faire. Ça n'a pas été le cas pour les candidats de gauche à la présidentielle, excepté Jean-Luc Mélenchon. Il y a toujours une hausse d'à minima 3 à 5% sur les législatives pour tous les partis. Minimum. On va justement passer à des questions qui sont plus locales. Vous êtes candidat, vous, pour le Parti Socialiste sur la 4e circonscription du Gard. Le RN est arrivé loin devant. Il y a un risque que ce territoire bascule vers l'extrême droite. Comment vous l'expliquez ? Le risque, déjà, il existait, notamment au départemental. Moi qui étais candidat suppléant sur le canton de Rousson, j'ai pu le voir de suite. Au second tour, quand même, Marine Le Pen, elle arrive en tête avec 56% des suffrages. Non mais attendez, il ne faut pas tout oublier et tout positionner sur la seule élection présidentielle. Le Rassemblement national est un mal qui nous ronge depuis de nombreuses années et qui progresse sans cesse. Notamment dans le Gard. Ouais. Il a plusieurs formes. Dans le Gard, là où il est fort, c'est là où la droite est faible. Et c'est un constat. Et pourquoi à la présidentielle, il a explosé, et notamment sur la 4e circo ? Parce que, pour la première fois, on l'a vu sortir à Alès. Pourquoi ? Parce que le score de Valérie Pécresse était très bas. Et donc ce barrage qui d'habitude est fait par Max Roustan, par son équipe, où les Républicains sont très implantés et qu'on retrouve dans les élections locales un Front National très bas, là il a explosé. Et donc il y a cette vague. Mais après il y a la lame de fond. Et la lame de fond, c'est sur l'autre côté de la 4e circo, du côté de Pont-Saint-Esprit, et plus largement sur la vallée du Rhône, où là par contre, de plus en plus on peut constater une installation du Rassemblement national. Et là, c'est très très inquiétant. Et c'est là où les politiques, même locaux,
doivent prendre vraiment une attention particulière à ce qui se passe, parce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas que la Camargue. Il y aura le Gard rhodanien aussi. Mais du coup, ça vous inquiète pas pour votre Mais je suis très campagne? inquiet. Je suis très inquiet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces électeurs? Mais alors, dans ces électeurs, déjà, il y a beaucoup de choses aussi. La composante, elle n'est pas uniforme. Il y a ceux qui sont par conviction Rassemblement national depuis toujours, etc. Ils représentent un certain pourcentage. Et puis, il y a ce vote de contestation. Il faut leur parler à ces gens. Pourquoi ils sont dans la contestation? Qu'est-ce qui amène cette colère? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on en a parlé longuement, il y a les colères sociales, qui sont la majeure partie. Avec un sentiment d'abandon. Mais bien sûr, et notamment sur la ruralité, parce que plus de services publics. Là où Marine Le Pen a fait de gros scores, effectivement. Là où le service public recule, là où les transports reculent, là où l'éducation, la santé reculent, le populisme monte. C'est une évidence. Un mot sur l'abstention, qui est aussi significatif et qui a marqué cette élection présidentielle. En 2017, on a vu entre la présidentielle et les élections législatives une perte de plus de 20 points. C'est quand même important. Pensez-vous encore une fois que ce scrutin risque d'être marqué par une abstention historique peut-être? Moi j'en suis persuadé. J'en reste persuadé. On va retrouver des scores qui seront proches des départementales. Je le maintiens depuis de longues semaines et de longs mois. Est-ce que ça pourrait du coup favoriser les partis traditionnels, la gauche et la droite qui sont implantés, parce que mécaniquement les gens les plus convaincus vont voter et mécaniquement du coup ça fait gonfler votre score? Ça favorisera forcément les candidats qui seront mobilisés. C'est un mal pour un bien pour vous finalement? Ça c'est à la fin, le 19 juin qu'on en reparlera. Même si on peut quand même pas se réjouir d'une abstention qui est grandissante. Jamais. Parce que là aussi, il ne faut pas se leurrer, entre les blancs, les nuls et l'abstention, c'est du vote de contestation. Enfin, une dernière question, qui est aussi un peu politiquement coquine. On voulait savoir à la rédaction d'Objectif Gard, et nos spectateurs voulaient savoir si vous avez des nouvelles de la présidente du conseil départemental du Gard, Françoise Laurent Périgot. Quelle relation la fédération a avec le conseil départemental et quel rôle vous espérez que la présidente joue pour ce scrutin? Écoutez, les nouvelles que j'ai du département sont plutôt bonnes, puisque je vois que le projet qu'on a établi tous ensemble se déroule. Il y a de belles réalisations qui se mettent en place et des gros schémas, notamment sur les personnes âgées, sur les maisons en partage, sur l'alimentation, ça va arriver, etc., etc. Et donc moi je suis ravi qu'elle passe son énergie aujourd'hui sur la conduite de cette politique qui est de gauche, parce que justement la politique de gauche c'est on en parle mais on le fait, c'est des paroles et des actes. Pour vous c'est réussi tous les projets qu'elle entame finalement, ça vous sert sur le territoire? Le mandat c'est pas un an, le mandat c'est 6 ans là, en plus. Et quel rôle vous aimeriez qu'elle joue pour les élections législatives? Elle prendra parce qu'on l'a pas trop vu quand même pour les élections présidentielles sur le terrain. Elle prendra la place qu'elle souhaite prendre. Encore une fois, elle est présidente d'un département, elle a des obligations en tant que telle, mais j'ai confiance en elle. Je sais que c'est pas forcément parce qu'on la voit pas qu'elle ne fait pas campagne, qu'elle n'agit pas sur le terrain, et bien au contraire. Moi, je reste persuadé que sa meilleure campagne, c'est ses réalisations au niveau du département. Merci beaucoup, Monsieur Borre. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci.